S'il te plaît, maman, signe juste ici. » La voix d'Élodie était si douce, si persuasive, comme lorsqu'elle était enfant, et me demandait de l'argent pour des bonbons. Mais elle avait maintenant 35 ans, et sa main pressait la mienne sur un stylo pendant que son mari, Laurent, me tenait le bras, avec une force qui me faisait mal jusqu'aux os. Nous étions à la banque, entourés de gens vacants à leurs occupations, inconscients du drame qui se jouait à cette table. Ce n'est qu'une formalité, maman. Un petit virement pour régler quelques papiers. Mais je savais qu'elle mentait. J'avais vu les documents. Ce n'était pas un petit virement, c'était tout. Mes 75 000 € d'économie, tout ce qui me restait, après la mort de papa il y a 3 ans. La climatisation de la banque bourdonnait au-dessus de nos têtes. Mais j'avais chaud, une chaleur moite de panique. Les lumières fluorescentes me faisaient mal aux yeux, et le bruit des compteuses de billets me martelait les tempes. Élodie souriait aux caméras de sécurité, comme si nous étions une famille normale, en train de faire des démarches normales. Laurent souriait aussi, mais ses doigts restaient plantés dans mon bras, comme des serres. « Allons, Adèle », me chuchota-t-il à l'oreille. « Ne rends pas les choses plus difficiles. » Son haleine sentait la cigarette et le café froid. « Pense à ta petite fille Chloé. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. » L'ironie me brûlait la gorge. C'était moi qui avais payé la grande école de commerce d'Élodie. Moi qui lui avais donné l'argent pour l'apport de sa maison. Moi qui avais couvert les dettes de Laurent quand il a perdu son travail l'année dernière. 10 000 € qu'ils ne m'ont jamais remboursés. Et maintenant ils étaient là, essayant de me voler la dernière chose que j'avais, ma pension de veuve, l'argent que papa et moi avions épargné pendant 40 ans de mariage. Mes mains tremblaient en tenant le stylo. L'encre paraissait si noire, si définitive sur le papier blanc. Une signature et tout serait terminé. Une signature et je me retrouverais sans rien. Élodie se pencha plus près, son parfum entêtant, se mêlant à l'odeur d'anxiété qui émanait de ma peau. « Maman, fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Tu ne peux pas gérer autant d'argent à ton âge. » Ces paroles étaient du miel empoisonné, chaque syllabe calculée pour me désarmer. Je regardais autour de moi, désespéré. Le jeune caissier nous observait depuis son guichet, mais semblait occupé avec d'autres clients. Une dame âgée attendait dans la file en feuilletant une brochure d'assurance. Un homme en costume vérifiait son téléphone. Personne ne se rendait compte de ce qui se passait. Personne ne voyait qu'on me volait en plein jour, en public, avec des sourires et des mots affectueux. Laurent serra plus fort mon bras, et un gémissement étouffé s'échappa de ma gorge. « Tais-toi » murmura-t-il entre ses dents sans cesser de sourire. « On ne va pas faire de scène, n'est-ce pas ?» Ses yeux étaient mat et froids comme de la glace, et pour la première fois, je compris que cet homme était capable de tout. Élodie, ma propre fille, l'enfant que j'avais allaité et élevé, était assise là, regardant son mari me faire du mal, et ne faisait rien pour l'arrêter. L'horloge murale indiquait 15h15, un mardi ordinaire qui était devenu le pire cauchemar de ma vie. Je me suis souvenu comment j'étais arrivée ici. Élodie m'avait appelée ce matin-là, sa voix pleine d'une fausse urgence. « Maman, nous devons aller à la banque. Il y a des papiers que tu dois signer. C'est important. » Elle ne m'avait pas donné de détails. Elle ne me donnait jamais de détails. Seulement des ordres déguisés en supplications. Le directeur de l'agence, un homme d'un certain âge nommé Monsieur Fournier, s'approcha de notre table avec un sourire professionnel. « Tout va bien par ici? Avez-vous besoin d'aide ?» Sa présence me donna une lueur d'espoir. C'était mon moment, ma seule chance. Le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine, je pris une feuille de papier qui se trouvait sur la table et j'écrivis rapidement. « À l'aide, je suis sous la contrainte, je ne veux pas signer. » Je pliai la note et la glissai vers lui pendant qu'Élodie et Laurent étaient distraits, regardant les documents. Monsieur Fournier ouvrit la note avec des mouvements discrets et je vis ses yeux s'écarquiller. Son expression professionnelle se transforma en une alarme contrôlée. Pendant un instant, qui parut une éternité, nos regards se croisèrent, et à cet instant, je sus qu'il m'avait parfaitement comprise. Sans dire un mot, il appuya discrètement sur un bouton sous son bureau.
la larme silencieuse. Mon cœur se calma pour la première fois de l'après-midi. Quelqu'un allait m'aider. Mais pour comprendre comment j'en étais arrivée là, je dois vous raconter toute l'histoire. Il faut que vous compreniez qui j'étais avant de devenir cette femme désespérée dans une banque, suppliant de l'aide en silence. Je m'appelle Adèle. J'ai 69 ans. Et toute ma vie, j'ai été la femme qui disait toujours oui. La femme qui donnait toujours, aidait toujours, se sacrifiait toujours pour sa famille, surtout pour Élodie. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. C'était un matin de printemps, et après 12 heures de travail, elle est finalement venue au monde. Petite, parfaite, avec ses yeux verts, hérités de son père. Je l'ai tenue dans mes bras, et je lui ai promis qu'elle ne manquerait jamais de rien, qu'elle aurait toujours mon amour, mon soutien, ma protection. J'ai tenu cette promesse pendant 35 ans, mais maintenant je me rends compte que je l'ai peut-être trop bien tenue. Quand Élodie avait 5 ans, son père et moi travaillions à 2 emplois chacun pour pouvoir lui acheter le vélo rose qu'elle voulait tant pour son anniversaire. Il coûtait 300 €, une fortune pour nous à l'époque. Mais voir son sourire en valait la peine. Quand elle a eu 15 ans, elle voulait aller dans un camp d'été dans les Alpes qui coûtait 2000 €. J'ai vendu les bijoux de ma grand-mère pour le payer. Quand elle a obtenu son bac, elle a insisté pour étudier dans une grande école de commerce privée à Paris. « Maman, c'est mon rêve », me disait-elle les larmes aux yeux. « Je ne peux pas aller à l'université publique. Que vont penser mes amis ?» Les frais de scolarité s'élevaient à 50 000 € par an. 50 000 € que nous n'avions pas. Son père et moi avons contracté un prêt en utilisant notre maison comme garantie. J'ai travaillé des heures supplémentaires à la cafétéria de l'hôpital pendant 4 ans, nettoyant des tables jusqu'à tard dans la nuit, les pieds enflés et le dos endolori. Tout ça pour qu'Élodie puisse avoir son diplôme. Elle a été diplômée, avec mention, et j'ai pleuré de fierté à la cérémonie. Je pensais que je pourrais enfin me reposer, que j'avais accompli mon devoir de mère. Mais Élodie avait d'autres projets. À 25 ans, elle a rencontré Laurent dans un bar de mauvaise réputation. Il était beau, je ne pouvais pas le nier. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne me plaisait pas. Une froideur, un calcul qui me mettait mal à l'aise. Quand elle me l'a présenté, la première chose qu'il a faite a été de me demander si la maison était entièrement payée. Pas de « Enchantée, madame ». Pas de « J'ai beaucoup entendu parler de vous ». Juste une question d'argent. J'aurais dû y voir un signal d'alarme. Le mariage a coûté 15 000 €. « Maman, je ne me marie qu'une fois », m'a supplié Élodie. « Je veux que ce soit parfait. » Je voulais m'y opposer, lui dire que nous n'avions pas cet argent, que son père venait d'être diagnostiqué diabétique et que nous devions économiser pour ses médicaments. Mais je la voyais si heureuse, si excitée, que je n'ai pas pu refuser. Nous avons contracté un autre prêt. Le mariage était magnifique, je dois l'admettre. Élodie était radieuse dans sa robe blanche en dentelle, comme une princesse de conte de fées. Laurent souriait, mais je remarquais que ses yeux cherchaient constamment les invités les plus fortunés, calculant, évaluant. Après leur lune de miel sur la Côte d'Azur, une autre dépense de 8 000 € que nous avons dû couvrir parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir de lune de miel, Élodie et Laurent ont emménagé dans un petit appartement. Pendant 6 mois, j'ai pensé qu'ils avaient enfin mûri, qu'ils allèrent se débrouiller seuls. Mais ensuite, les appels ont commencé. « Maman, le frigo est tombé en panne. Maman, la voiture a besoin de réparation. Maman, Laurent a perdu son travail et nous ne pouvons pas payer le loyer. » C'était toujours une urgence, toujours pressé, et je disais toujours oui. 800 € par-ci, 1 500 € par-là. De petites sommes qui, additionnées, représentaient ma tranquillité financière. Quand ils ont fêté leurs 2 ans de mariage, Élodie a annoncé qu'ils voulaient acheter une maison. C'est un investissement, maman, un pas vers l'avenir. La maison coûtait 300 000 € et ils avaient-ils besoin de 60 000 € pour l'apport. Ils n'avaient même pas d'économie, bien sûr. Leur dossier de crédit était mauvais aussi, bien sûr. « Pourrais-tu nous aider, maman »
Juste avec l'apport. Je promets que nous te rembourserons chaque centime. C'était la plus grande promesse qu'Élodie m'ait faite, et aussi le plus grand mensonge. J'ai retiré les 60 000 € du fonds de retraite que j'avais constitué pendant 20 ans. Chaque euro représentait des heures supplémentaires travaillées, des repas que je n'avais pas achetés, des vêtements que je ne m'étais pas permis, des vacances que je n'avais jamais prises, mais je les leur ai données. Je me suis assise à la banque ce jour-là, signant les papiers de retrait anticipés avec les mains tremblantes, pendant que le conseiller bancaire m'expliquait les pénalités que je devrais payer. 10% d'amende, 6 000 € que je perdais juste pour retirer mon propre argent avant l'heure. « Êtes-vous sûre de cela, madame ?» m'a demandé l'employé avec une inquiétude sincère. « Une fois que vous aurez retiré ces fonds, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je lui ai dit que oui, j'étais sûre. C'était pour ma fille, c'était pour son avenir, c'était pour lui donner la stabilité que je n'avais jamais eue. J'ai signé les papiers et j'ai marché jusqu'à la maison d'Élodie avec le chèque à la main, me sentant comme une héroïne. J'allais sauver la situation. J'allais rendre possible le rêve de ma fille. Élodie a pleuré quand je lui ai remis le chèque. Des larmes de bonheur, pensais-je alors. « Tu es la meilleure mère du monde », m'a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Je te promets, maman, je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier centime avec intérêt. Laurent semblait aussi ému, bien que son étreinte m'ait paru froide, calculée. Merci, belle maman. Cela signifie beaucoup pour nous. Ils ont emménagé dans la maison 3 mois plus tard. Elle était magnifique, je dois l'admettre. 2 étages, 4 chambres, un grand jardin avec de la place pour une piscine. Élodie m'a invitée à la pendaison de crémaillère et j'ai parcouru chaque pièce avec fierté. Mon sacrifice en avait valu la peine. Ma fille avait son foyer. Mais les appels n'ont pas cessé. Au contraire, ils sont devenus plus fréquents. « Maman, nous avons besoin de meubles pour la maison. On ne peut pas vivre par terre. 3 000 € pour un ensemble de salons. Maman, la maison a besoin d'une nouvelle clôture. Les voisins se plaignent. 3 000 € pour une clôture en bois. Maman, nous voulons rénover la cuisine. Elle est très vieille et la cuisinière ne fonctionne pas bien. 12 000 € pour de nouveaux appareils électroménagers. Chaque fois que j'hésitais, chaque fois que je mentionnais que j'avais aussi des dépenses, que l'argent ne poussait pas sur les arbres, Élodie savait exactement sur quel bouton appuyer. « Maman, je pensais que tu serais heureuse de nous voir bien. Je pensais que tu voudrais que ta petite fille grandisse dans une belle maison. » Ainsi, Chloé, ma petite fille de 8 ans, la lumière de mes yeux, l'argument le plus puissant dans l'arsenal de manipulation d'Élodie. Chloé était née quand Élodie avait 27 ans, et dès l'instant où je l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente. Elle avait les yeux curieux de son grand-père, et un sourire qui pouvait faire fondre le cœur le plus dur. Mais, plus que ça, elle avait quelque chose que sa mère avait perdu à un moment donné. Une bonté sincère. Quand Chloé me rendait visite, elle m'apportait des dessins qu'elle avait faits à l'école. De petites œuvres d'art faites avec des crayons de cire, où j'apparaissais comme une grand-mère géante, avec des bras énormes, toujours souriante. « Je t'ai dessinée grande, parce que ton amour est grand, mamie », m'expliquait-elle de sa petite voix douce. Il était impossible de dire non à quoi que ce soit qui concernait Chloé. Cours de danse, 250 € par mois. Cours de piano, 350 € par mois. Camp d'été, 3 000 €. Tenue spéciale pour les spectacles de danse, 600 € par robe. Chloé a du talent, maman. On ne peut pas gâcher son potentiel par manque d'argent. Pendant ce temps, ma propre situation financière se détériorait. Papa avait développé des complications de son diabète. Ses médicaments coûtaient 500 € par mois et l'assurance ne couvrait qu'une partie. Il avait besoin d'injections spéciales, de visites régulières chez le spécialiste, d'un régime strict qui nécessitait des aliments plus chers. Je travaillais en double service à l'hôpital. Je rentrais à la maison avec les pieds en sang dans mes chaussures, juste pour cuisiner, nettoyer et m'occuper de mon mari. « Pourquoi ne demandes-tu pas d'aide à Élodie ?» m'a suggéré ma sœur Sylvie lors d'une de ses visites.
Tu as dépensé plus de 80 000 € pour elle au cours des 5 dernières années. Elle peut sûrement t'aider avec certaines dépenses médicales. Mais je ne pouvais pas demander d'argent à ma fille. C'était mon travail de m'occuper de ma famille, pas l'inverse. C'était ma responsabilité d'être forte, d'être le pilier qui soutenait tout le monde. Papa est mort un mardi à l'aube, 3 ans après le diagnostic. Je lui tenais la main quand il a rendu son dernier soupir, et je jure avoir senti la moitié de mon âme partir avec lui. Nous avions été mariés pendant 46 ans. Il était mon partenaire, mon meilleur ami, mon complice dans toutes les décisions difficiles concernant Élodie. Après ses funérailles, je me suis assise seule dans notre maison vide et j'ai réalisé que j'étais complètement fauchée. Les frais médicaux, combinés à tout ce que j'avais donné à Élodie, avaient épuisé nos économies. L'assurance vie de papa m'a rapporté 75 000 €. C'était tout ce qu'il me restait pour vivre le reste de mes jours. Je l'ai déposé sur un compte d'épargne et j'ai promis d'être plus prudente. J'allais faire durer cet argent. J'allais apprendre à dire non. Mais Élodie avait d'autres projets. 2 mois après les funérailles, Laurent a perdu son travail dans une entreprise de construction. C'est la faute de son chef raciste, m'a expliqué Élodie au téléphone, en pleurant. Il l'a licencié sans raison. Maintenant, nous ne pouvons pas payer l'hypothèque. Maman, ils vont nous prendre la maison. Chloé va devoir changer d'école. Elle va perdre tous ses amis. Ils m'ont demandé 30 000 €, juste pour nous maintenir à flot, jusqu'à ce que Laurent trouve un autre travail. 6 mois maximum. Nous te rembourserons avec intérêt, je te le promets. C'était presque la moitié de tout ce qu'il me restait. Mais l'idée que Chloé perde sa maison m'a brisé le cœur. Je leur ai encore donné l'argent. Laurent a trouvé du travail 3 mois plus tard, mais l'argent n'est jamais revenu. Quand je posais des questions à ce sujet, il y avait toujours une excuse. Nous remboursons des dettes en retard, maman. Nous avons eu des dépenses imprévues avec la voiture. Chloé a dû aller chez le dentiste et l'assurance n'a pas tout couvert. Et maintenant, j'étais là, dans cette banque, à les voir vouloir me voler les derniers 45 000 € qu'il me restait. Ma fille, la petite que j'avais élevée avec tant d'amour, était assise à côté de son mari abuseur, souriant aux caméras pendant qu'il prévoyait de me laisser dans la pauvreté absolue. Monsieur Fournier est revenu à notre table, accompagné de 2 agents de sécurité qui essayèrent d'avoir l'air décontractés, mais je pouvais voir la tension dans leur posture. Élodie et Laurent ne s'étaient encore rendus compte de rien. Ils étaient trop concentrés sur les papiers, vérifiant les chiffres encore et encore, comme des vautours calculant leur butin. « Excusez-moi », dit Monsieur Fournier d'une voix calme, mais ferme. « Je dois vérifier quelques détails de cette transaction avant de procéder. » Laurent leva les yeux, et pour la première fois, je vis une lueur de nervosité dans son regard. « Quel genre de détails ? Tout est en ordre. Madame veut transférer l'argent sur le compte de sa fille. C'est une décision de famille. » Sa main serrait toujours mon bras, mais maintenant il le faisait plus discrètement, conscient que d'autres yeux observaient. « Je comprends, » répondit Monsieur Fournier. « Mais le protocole de la banque exige que je vérifie que toutes les parties impliquées agissent de leur plein gré et sans pression extérieure. » Ses paroles furent comme un rayon d'espoir, traversant la tempête de mon désespoir. Il me regarda droit dans les yeux. « Madame Adèle, pourriez-vous m'accompagner à mon bureau pour une vérification privée ? C'est la procédure standard pour les transactions de cette ampleur. » Élodie se tendit immédiatement. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Ma mère a déjà décidé, n'est-ce pas, maman ?» Son sourire était devenu forcé, artificiel, comme un masque qui se fissurait. « Nous pouvons tout faire ici. Nous ne voulons pas vous déranger. » Mais Monsieur Fournier était déjà debout, me tendant la main. « C'est la politique de la banque, madame. Il n'y a pas d'exception. » Les agents se positionnèrent discrètement près de notre table. Cela ne prendra que quelques minutes. Je me levai avec les jambes tremblantes, et pour la première fois de l'après-midi, Laurent dut lâcher mon bras. Élodie m'attrapa l'autre main. « Maman, ne complique pas les choses. Signe juste les papiers, et rentrons à la maison. Chloé nous attend. » Elle mentionna le nom de ma petite fille, comme si c'était une clé magique
qui ouvrirait toutes les portes de ma résistance. « Je reviens dans un instant », murmurai-je sans oser la regarder dans les yeux. Je savais que si je voyais son visage, si je voyais cette expression de petite fille innocente qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, je pourrais flancher. Je pourrais céder, une fois de plus. Le bureau de M. Fournier était petit, mais accueillant, avec des photos de sa famille sur le bureau et un petit cactus sur le rebord de la fenêtre. Il s'assit en face de moi et ferma la porte. « Madame Adèle ?» me dit-il avec gentillesse. « Racontez-moi ce qui se passe réellement. » Et alors, comme un barrage qui cède enfin, tout est sorti. Je lui ai parlé des années de manipulation, de l'argent que j'avais donné sans rien recevoir en retour, des promesses non tenues et des mensonges emballés dans du papier cadeau. Je lui ai parlé de la façon dont Laurent m'avait fait mal au bras, de la façon dont Élodie avait utilisé le nom de Chloé pour me faire chanter émotionnellement. Je lui ai expliqué que ces 45 000 € étaient tout ce qu'il me restait pour vivre, que sans eux, je finirais à la rue. Monsieur Fournier écouta sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes dans un carnet. Quand j'ai terminé mon récit, il a soupiré profondément. « Madame, ce que vous décrivez est de la coercition financière et, dans certains cas, de la maltraitance de personnes âgées. Ce que votre fille et votre gendre font est illégal. » Illégal! Le mot résonna dans ma tête comme un écho. Pendant toutes ces années, j'avais pensé que c'était mon devoir, ma responsabilité de mère, donner jusqu'à en avoir mal. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que ce que faisait Élodie pouvait avoir un nom légal, que cela pouvait être un crime. « Que puis-je faire ?» demandai-je d'une voix brisée. « C'est ma fille. Je ne veux pas lui causer de problème, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai plus rien à donner. » Monsieur Fournier se pencha en avant. « Premièrement, nous allons annuler cette transaction. Deuxièmement, je vais documenter tout ce que vous m'avez raconté. Troisièmement, je vais vous donner des informations sur les ressources légales et de protection pour les personnes âgées. » Il fit une pause. « Mais, madame, la décision la plus importante, c'est à vous de la prendre. Êtes-vous prête à dire non? Êtes-vous prête à fixer des limites, même si cela signifie que votre fille se met en colère? » Cette question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Étais-je prête? Pendant 69 ans, mon identité s'était construite autour du fait d'être la femme qui disait toujours oui, la femme qui donnait toujours, la femme qui se sacrifiait pour les autres. Si je cessais d'être cette personne, qui serais-je? Je pensais à papa, à la façon dont il avait travaillé jusqu'à son dernier jour pour subvenir aux besoins de notre famille. Je pensais aux fois où j'avais mangé des haricots pendant des semaines pour pouvoir payer l'école privée d'Élodie. Je pensais à toutes les nuits où j'étais restée éveillée, à calculer les dépenses, à découper des coupons, à chercher des moyens d'étirer chaque euro. Et puis, je pensais à Chloé, ma petite fille de 8 ans, qui grandissait en voyant sa mère manipuler sa grand-mère. Quel genre de leçon apprenait-elle? Que l'amour s'achetait avec de l'argent? Qu'il était acceptable de blesser ceux qui vous aiment si vous obtenez ce que vous voulez? Que les personnes âgées étaient des ressources que l'on pouvait exploiter jusqu'à épuisement? Oui, dis-je enfin, et ma voix sonna plus fort que je ne l'aurais cru. Je suis prête. Monsieur Fournier sourit et commença à écrire. Très bien, nous allons commencer par mettre une alerte sur tous vos comptes. Personne ne pourra effectuer de transactions sans votre présence physique et une vérification d'identité supplémentaire. Je vais aussi vous donner le numéro d'une ligne d'assistance pour signaler la maltraitance des personnes âgées. Pendant qu'il travaillait, je regardais par la fenêtre de son bureau. Je pouvais voir Élodie et Laurent dans la zone d'attente. Elle faisait les 100 pas, parlant au téléphone avec des gestes agités. Il restait assis, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il tambourinait des doigts sur la table. Il savait que quelque chose avait mal tourné. Il savait que leur plan s'effondrait. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas coupable de les décevoir. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Le contrôle, le pouvoir, la capacité de prendre mes propres décisions sans que quelqu'un d'autre me dise quoi faire
ou comment me sentir à ce sujet. Monsieur Fournier finit d'écrire et me tendit plusieurs papiers. Ceci est une copie de notre rapport d'incident. Ceci est le numéro de la ligne d'aide. Et ceci, il me donna une petite carte, est le numéro de ma ligne directe. S'il vous presse ou vous menace à nouveau, appelez-moi immédiatement. Je pris les papiers avec des mains qui ne tremblaient pas plus. Et maintenant, que fais-je? Comment leur expliquer que je ne vais pas signer? Dites-leur la vérité, répondit monsieur Fournier, que vous avez décidé de conserver votre argent pour vos propres frais de subsistance. Vous n'avez rien de plus à justifier. C'est votre argent, madame. Vous avez travaillé pour l'obtenir. Vous l'avez épargné. Et vous avez tout à fait le droit de le garder pour vous. Je pris une profonde inspiration. Il était temps d'affronter ma fille. Il était temps de devenir une personne qui pouvait dire non. Il était temps de commencer à vivre pour moi-même, même si cela signifiait briser le schéma de toute une vie. Nous sommes sortis du bureau ensemble. Élodie s'approcha immédiatement, son visage un mélange d'anxiété et de colère contenue. « Qu'est-ce qui a pris autant de temps, maman? Nous sommes déjà en retard. » Je regardais ma fille, cette femme de 35 ans qui avait construit toute sa vie sur mon incapacité à lui refuser quoi que ce soit. Et pour la première fois depuis des décennies, je prononçais les mots qui allaient tout changer. « Je ne vais pas signer, Élodie. Je ne vais pas virer mon argent. » Le silence qui suivit mes paroles fut assourdissant. Élodie me regarda comme si je venais de la gifler, ses yeux verts brillants d'un mélange de choc et de fureur que je n'avais jamais vu auparavant. Laurent se leva de sa chaise si brusquement qu'il la renversa presque, les poings serrés le long du corps. « Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas signer ?» demanda Élodie d'une voix tremblante, essayant de maintenir un faux sourire pour les caméras de la banque. « Maman, nous en avions déjà parlé. C'est juste un virement temporaire. »« Ce n'est pas temporaire, Élodie, » répondis-je, d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Elle était ferme, décidée, comme celle d'une femme qui avait enfin trouvé sa colonne vertébrale après des années à laisser les autres la plier à leur volonté. Et ce n'est pas un virement, c'est mon argent de retraite, et je vais le conserver. Laurent fit un pas en avant, mais les agents de sécurité se déplacèrent immédiatement, aussi, se positionnant entre nous. « Adèle !» dit-il de cette voix douce qu'il utilisait quand il voulait me manipuler. « Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Tu n'as pas de grosses dépenses. Nous pouvons mieux l'investir, le faire fructifier pour toute la famille. »« Pour toute la famille !» répétai-je, et un rire amer s'échappa de ma gorge. « Comme quand vous avez investi les 60 000 € de l'apport de votre maison? Ou comme quand vous avez investi les 30 000 € que je vous ai donnés quand tu as perdu ton travail? Dis-moi, Laurent, combien m'avez-vous remboursé de tout ça? » Je vis son masque de fausse préoccupation se fissurer. Ses yeux se durcirent, montrant la froideur calculatrice qui avait toujours été là, mais que j'avais été trop aveugle pour voir. C'était des cadeaux, murmura-t-il entre ses dents. « Tu as dit que c'était des cadeaux? »« Je n'ai jamais dit ça, » répliquai-je. Et les mots sortaient de moi, comme de l'eau bouillante qui trouvait enfin une fissure dans la casserole. « Vous avez dit que vous me rembourseriez. Vous avez promis que c'était temporaire. Vous avez promis des intérêts. Vous avez promis beaucoup de choses que vous n'avez jamais tenues. » Élodie se mit à pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes sincères de douleur que j'avais vues quand elle était enfant et se blessait aux genoux. C'étaient des larmes calculées, des larmes de comédienne, des larmes conçues pour briser ma résolution. « Maman, je ne peux pas croire que tu me fasses là ça, après tout ce que nous avons partagé, après tout l'amour que nous nous sommes donné. » L'amour. Le mot sortit de ma bouche comme une balle. « Tu appelles ça de l'amour? De me menacer? Tu appelles ça de l'amour? Que ton mari me fasse mal au bras? Tu appelles ça de l'amour? De m'amener ici sous de faux prétextes pour me voler tout ce que j'ai? » Les gens dans la banque commencèrent à se retourner. Une dame âgée qui attendait dans la file nous observait avec inquiétude. Un jeune homme en costume avait cessé de regarder son téléphone et nous fixait ouvertement. Élodie se rendit compte de l'attention que nous attirions et baissa la voix. Mais l'intensité de son désespoir ne fit qu'augmenter. « D'accord, »
chuchota-t-elle en s'essuyant les larmes du dos de la main. Ne vire pas tout, juste la moitié. 22 500 € est tout ce dont nous avons besoin pour sortir de ce problème. Quel problème, Élodie ? Demandai-je, et je pus voir que la question la prenait par surprise. Laurent a un travail. Vous avez une maison. Quelle est exactement l'urgence qui nécessite mon argent de retraite ? Elle resta silencieuse un moment, et dans ce silence, je vis la vérité que j'avais évitée pendant des années. Il n'y avait pas d'urgence, pas de crise réelle, seulement 2 adultes qui avaient construit leur style de vie autour de mon incapacité à leur dire non. Ils avaient pu dépenser plus qu'ils ne gagnaient, parce qu'ils savaient que maman serait toujours là pour combler la différence. « Élodie, continuai-je, tu as 35 ans. Ton mari en a 38. Vous avez tous les deux une éducation supérieure que j'ai payée. Vous avez tous les deux un travail. Il est temps que vous appreniez à vivre avec vos propres revenus. »« Et Chloé ?» demanda Laurent, jouant sa carte maîtresse. « Qu'en est-il de ta petite fille ? Vas-tu permettre qu'elle souffre parce que sa grand-mère est devenue égoïste ?» Ce mot, égoïste, me frappa comme une gifle. Toute ma vie, j'avais eu peur d'être égoïste. J'avais sacrifié mes désirs, mes besoins, mes rêves, tout pour ne pas être égoïste. Mais maintenant, debout dans cette banque, avec mes derniers 45 000 € sur le point d'être volés, je réalisais quelque chose de fondamental. Ce n'était pas égoïste de prendre soin de moi, c'était de la survie. « Chloé ne va pas souffrir, » dis-je fermement. « Vous pouvez continuer à subvenir à ses besoins avec vos propres revenus, comme le font des millions de parents responsables dans le monde entier. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser mon amour pour ma petite fille, pour me manipuler. » Monsieur Fournier se racla la gorge. « Madame Élodie, Monsieur Laurent, vous allez devoir partir. Madame Adèle a très clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas procéder à cette transaction, et continuer à la presser constitue du harcèlement. »« C'est ma mère !» cracha Élodie. « J'ai le droit de parler à ma mère. »« Pas quand vous l'intimidez sur la propriété de la banque !» répondit Monsieur Fournier avec autorité. « Les agents de sécurité vont vous raccompagner à la sortie. » Élodie me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la déception. C'était de la haine pure, cristallisée, après des années de ressentiment caché. « Très bien, maman, » dit-elle d'une voix glaciale. « Si c'est ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras seule dans cette maison vide, sans personne pour te rendre visite, sans personne pour s'inquiéter de toi. Et n'appelle pas quand tu auras besoin d'aide, » ajouta Laurent. « N'appelle pas quand tu seras malade ou quand tu ne pourras plus monter les escaliers. Nous ne sommes pas ton assurance maladie personnelle. » Leurs paroles assez la conçues pour m'effrayer, pour me faire imaginer un avenir solitaire et sans protection. Et elles fonctionnèrent en partie. Je sentis un frisson de peur parcourir ma colonne vertébrale. Et si je tombais vraiment malade ? Et si j'avais besoin d'aide ? Et si cette décision de garder mon argent me coûtait ma famille ? Mais alors je me souvins de quelque chose que papa m'avait dit peu avant de mourir. Nous étions assis dans le salon, regardant une émission de télévision sur les arnaques visant les personnes âgées. Et il avait commenté « Adèle, la peur est l'outil le plus puissant des manipulateurs. Ils te font imaginer toutes les horreurs qui pourraient t'arriver si tu ne fais pas ce qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces choses n'arrivent jamais. Et si elles arrivent, tu y fais face quand elles se présentent, pas avant. »« Je comprends, » dis-je à Élodie, et ma voix sonna plus calme que je ne me sentais à l'intérieur. « Si c'est votre décision, je l'accepte, mais je ne changerai pas la mienne par peur de ce qui pourrait arriver dans le futur. » Les agents de sécurité s'approchèrent. « Messieurs, dames, il est temps de partir, » dit l'un d'eux avec un professionnalisme ferme. Élodie ramassa son sac avec des mouvements brusques, pleins de colère contenue. « Ça ne va pas se terminer comme ça, maman. Nous en reparlerons à la maison quand tu n'auras pas ces étrangers pour te monter la tête avec des idées ridicules. »« Non, » dis-je, et le mot sortit plus fort que je ne l'attendais. « Nous n'en reparlerons pas à la maison. »
Pas tant que tu ne seras pas prête à accepter ma décision sans essayer de la changer. » Ils partirent sans un regard en arrière. Laurent, avec une main possessive dans le dos d'Élodie, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui fit se tendre encore plus ses épaules. Je les regardais marcher vers le parking à travers les vitres de la banque. 2 silhouettes qui s'éloignaient de ma vie, emportant avec elles des années de manipulation et de chantage émotionnel. Quand je ne pus plus les voir, je m'assis lourdement sur l'une des chaises de la zone d'attente. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais de la libération d'années de tensions accumulées. J'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé être capable de faire. J'avais dit non à ma fille. J'avais choisi mon bien-être au détriment de sa manipulation. Monsieur Fournier s'approcha et s'assit à côté de moi. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-il. Je réfléchis un instant avant de répondre. « Effrayée » admis-je, mais aussi libre, comme si je pouvais enfin respirer après des années à retenir mon souffle. Les jours qui suivirent furent ça les plus difficiles de ma vie. Non pas parce qu'Élodie et Laurent me manquaient, mais parce que je devais affronter la réalité de qui j'avais été pendant toutes ces années. Je m'assis dans mon salon vide, entouré de photographies de famille, qui semblaient maintenant se moquer de moi depuis leur cadre doré. Et je me posais des questions que j'avais évitées pendant des décennies. Quand avais-je perdu ma voix? Quand avais-je cessé d'être Adèle pour devenir simplement la maman d'Élodie? Les appels commencèrent le soir même. Mon téléphone sonnait toutes les heures, affichant le nom d'Élodie sur l'écran. Je ne répondis à aucun. Le 2e jour, les SMS commencèrent. « Maman, je sais que tu es fâchée, mais nous devons parler. Maman, Chloé demande après toi. Elle est très triste. Maman, Laurent dit qu'il s'excuse s'il t'a fait mal. Ce n'était pas son intention. » Chaque message était une nouvelle aiguille de culpabilité, essayant de percer l'armure de détermination que j'avais construite. Le 3e jour, ils se présentèrent à ma porte. Je les vis à travers le rideau de la fenêtre du salon. Élodie avec une robe jaune que je savais être ma couleur préférée, Laurent avec son meilleur faux sourire, et Chloé par la main entre eux. Ma petite fille tenait un dessin dans ses mains, probablement un autre de ces portraits de la grand-mère géante aux bras énormes. Mon cœur se serra en la voyant, mais je n'ouvris pas la porte. Élodie sonna pendant 10 minutes d'affilée, puis commença à frapper. « Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. S'il te plaît. » Nous voulons juste parler. Sa voix devenait plus désespérée à chaque supplique. « Chloé te manque. Regarde, elle t'a fait un dessin. » J'entendis la petite voix de ma petite fille. « Pourquoi mamie n'ouvre pas? Maman, j'ai fait quelque chose de mal? » Le son de cette question innocente faillit me briser. J'ai failli courir ouvrir la porte. J'ai failli retomber dans le schéma familier de céder à la manipulation émotionnelle. Mais je me souvins des mots de Monsieur Fournier. La peur et la culpabilité sont les outils les plus puissants des manipulateurs. Je m'éloignai de la fenêtre et me réfugiai dans ma chambre, où je ne pouvais pas les entendre. Je mis de la musique classique sur la petite radio que papa m'avait offerte pour notre 30e anniversaire, et j'essayais de bloquer le son de leur voix. Après 1 heure, ils partirent enfin. Ce soir-là, Sylvie, ma sœur cadette, m'appela. « Adèle, Élodie m'a raconté ce qui s'est passé à la banque. Elle dit que tu es devenue paranoïaque, que tu crois qu'ils veulent te voler. » Sa voix avait ce ton condescendant qu'elle utilise quand elle pense que quelqu'un agit de manière irrationnelle. « Elle dit qu'il voulait juste t'aider à mieux investir ton argent. »« C'est ce qu'elle t'a dit ?» demandai-je, et je pouvais entendre l'amertume dans ma propre voix. « T'a-t-elle aussi raconté que son mari m'a fait mal au bras? T'a-t-elle raconté que j'ai dû passer une note secrète au directeur de la banque pour demander de l'aide ?» Sylvie resta silencieuse un moment. « Sérieusement, il t'a fait mal ?»« Sérieusement, il m'a fait mal. Et Élodie l'a vu et n'a rien fait pour l'arrêter. » Les mots sortaient plus facilement maintenant, comme si chaque fois que je les disais, ils devenaient plus réels, plus valides. « Sylvie, ils m'ont pris plus de 120 000 € au cours des 10 dernières années. Ils ne m'ont jamais remboursé un centime, et maintenant ils voulaient faire les derniers 45 000 € qu'il me reste. »« Mais, Adèle ?»
dit Sylvie avec douceur. « C'est ta fille. Les familles s'entraident. » « Les familles s'entraident, » acquiesçai-je. Mais ce n'était pas de l'aide, c'était de l'exploitation. Il y a une différence entre aider occasionnellement et être traité comme un distributeur automatique personnel. Après avoir raccroché avec ma sœur, je réalisais que même les gens qui m'aimaient ne comprenaient pas complètement ce que j'avais vécu. Ils avaient vu les transferts d'argent, mais ils n'avaient pas vu la manipulation émotionnelle. Ils avaient vu les cadeaux généreux, mais ils n'avaient pas vu les menaces voilées quand j'hésitais. Il était impossible d'expliquer des années d'abus subtils à quelqu'un qui n'avait vu que la surface. Le 4e jour, Chloé se présenta seule à ma porte. Mon cœur s'arrêta quand je la vis à travers la fenêtre, avec son uniforme scolaire et son sac à dos rose, debout sur mon porche, comme si rien n'avait changé. Cette fois, j'ouvris la porte, car je savais qu'une fillette de 8 ans n'était pas responsable des manipulations de ses parents. « Bonjour, mamie », me dit-elle avec ce sourire qui pouvait illuminer des villes entières. « Maman dit que tu es fâchée contre nous, mais je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas ?» Je m'agenouillai à sa hauteur, ravalant les larmes qui menacèrent de couler. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Mamie n'est pas fâchée contre toi. Alors pourquoi n'es-tu pas venue nous voir ? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone quand maman t'appelle ?» Ses yeux verts, si semblables à ceux d'Élodie mais pleins d'une innocence sincère, m'observaient avec confusion. « Chloé, » dis-je en choisissant mes mots avec soin. « Parfois, les adultes ont des problèmes à résoudre. Mais cela ne veut pas dire que mamie ne t'aime pas. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je peux entrer ? Je t'ai fait un nouveau dessin. » Elle leva une feuille de papier qu'elle tenait contre sa poitrine. Je la laissai entrer, et nous nous assîmes dans le salon pendant qu'elle m'expliquait son dessin. C'était comme tous les autres. J'y apparaissais comme une figure géante avec des bras énormes. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Au lieu de sourire, la grand-mère du dessin avait l'air triste. « Pourquoi la mamie est-elle triste sur ton dessin ?» lui demandai-je. « Parce que maman dit que tu es triste. Elle dit que des méchants hommes à la banque t'ont dit des choses qui t'ont embrouillé. » Chloé me regardait avec ses yeux sérieux, qui semblaient trop vieux pour son visage. « C'est vrai qu'il y a des méchants hommes, mamie ?» Je réalisais qu'Élodie avait déjà commencé à construire sa version des événements, me dépeignant comme une victime confuse et manipulée par des étrangers. C'était intelligent, je devais l'admettre. En racontant cette version à Chloé, non seulement elle contrôlait le récit, mais elle préparait aussi le terrain pour de futures tentatives de manipulation. « Il n'y a pas de méchants hommes, Chloé, » lui dis-je fermement. « Les messieurs de la banque sont gentils. Ils m'ont aidé quand j'avais besoin d'aide. Mais alors pourquoi maman dit que... » « Parfois, » l'interrompis-je doucement, « les adultes voient les mêmes choses différemment. Comme quand toi et ton ami regardez un nuage et que tu dis qu'il ressemble à un chat, mais qu'elle dit qu'il ressemble à un chien. Vous regardez toutes les deux le même nuage, mais vous l'interprétez différemment. » Chloé hocha la tête solennellement, comme si cette explication avait un sens parfait pour elle. Nous avons passé 1 heure à colorier ensemble, et pendant un moment, j'ai pu faire semblant que rien n'avait changé. Mais quand l'heure de son départ arriva, car je savais qu'Élodie viendrait bientôt la chercher, Chloé me posa une question qui me brisa le cœur. « Mamie, tu ne vas plus me donner d'argent pour mes cours de danse ?» C'était ça. Même à 8 ans, Chloé avait déjà appris à associer mon amour à mon argent. Elle avait déjà intériorisé la leçon qu'Élodie lui avait enseignée, que grand-mère était précieuse pour ce qu'elle pouvait donner, pas pour qui elle était. « Chloé, » dis-je en m'agenouillant à nouveau à sa hauteur, « est-ce que tu m'aimes parce que je te donne de l'argent ? Ou est-ce que tu m'aimes parce que je suis ta grand-mère ?» Elle sembla confuse par la question. « Je t'aime parce que tu es ma grand-mère. Mais l'argent, c'est bien aussi. Maman dit que c'est pour ça que tu es la meilleure grand-mère du monde, parce que tu nous aides toujours quand nous avons besoin de choses. » À ce moment-là, je compris le tort le plus profond que j'avais causé avec mes années de générosité sans limite. Non seulement j'avais permis à Élodie de devenir financièrement dépendante et émotionnellement manipulatrice,
J'avais aussi enseigné à ma petite fille que l'amour s'exprimait par l'argent, que les relations familiales avaient une composante transactionnelle. « Chloé, dis-je, je veux que tu saches quelque chose de très important. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que je peux te donner. Et le véritable amour ne s'achète pas avec de l'argent, tu comprends ?» Elle hocha la tête, mais je pus voir dans ses yeux que la réponse était plus automatique que sincère. Elle était trop jeune pour comprendre pleinement le concept, surtout quand toute son expérience de vie lui avait enseigné le contraire. Quand Élodie arriva pour chercher Chloé, elle ne sortit pas de la voiture. Elle klaxonna simplement depuis l'entrée, comme si j'étais une étrangère qui gardait sa fille. Chloé courut vers la voiture, se retourna pour me faire un signe de la main et disparut derrière les vitres teintées du véhicule. Ce soir-là, assise seule dans mon salon, je réalisais que j'avais perdu plus que mon argent pendant toutes ces années. J'avais perdu mon identité, ma voix et ma capacité à avoir des relations authentiques. Mais je réalisais aussi autre chose. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'opportunité de récupérer tout ça. Une semaine après l'incident à la banque, alors que j'avais commencé à m'habituer au silence étrange de ma maison, sans les appels constants d'Élodie, je reçus une visite inattendue. C'était un dimanche après-midi, et j'arrosais les plantes du jardin que papa avait soignées avec tant d'amour quand j'entendis la sonnette. À travers le judas, je vis une jeune femme que je ne reconnus pas immédiatement. Elle était grande, avec des cheveux châtains, attachés en queue de cheval, et un sourire nerveux qui m'était familier. Quand j'ouvris la porte, je réalisais que c'était Chloé, mais pas la Chloé de 8 ans qui m'avait rendu visite quelques jours plus tôt. C'était une Chloé de 18 ans, une version de ma petite fille qui n'existait que dans mon imagination de ce à quoi elle ressemblerait en grandissant. Mais la confusion ne dura qu'une seconde, car alors la jeune femme parla. « Madame Adèle, je m'appelle Manon. Je suis votre petite nièce, la fille d'Antoine, le fils de votre sœur Sylvie. » Sa voix était douce mais déterminée. « Je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais j'avais besoin de venir vous parler. » Antoine. Le nom m'évoqua de vagues souvenirs d'un neveu que j'avais vu lors de réunions de famille, quand il était enfant, mais avec qui j'avais perdu contact lorsqu'il avait déménagé dans le Nord pour le travail. « Entrez, je vous en prie, » dis-je en m'écartant. « Voulez-vous un thé ?» Nous nous assîmes dans le salon, et Manon m'expliqua pourquoi elle était venue. « Mon père m'a raconté ce qui s'est passé à la banque. Tante Sylvie lui a raconté toute l'histoire, et il m'a demandé de venir vous parler. » Elle fit une pause comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Voyez-vous, Madame Adèle, j'ai vécu quelque chose de très similaire avec ma propre mère. » Elle me raconta son histoire pendant que le thé refroidissait dans nos tasses. Sa mère, l'ex-femme d'Antoine, avait développé une dépendance au jeu après le divorce. Pendant des années, elle avait manipulé Manon pour qu'elle lui donne l'argent de ses petits boulots, l'argent de ses économies pour l'université. Elle avait même falsifié la signature de Manon sur plusieurs prêts étudiants. « C'était toujours une urgence, » expliqua Manon. « C'était toujours la dernière fois. Elle me promettait toujours qu'elle me rembourserait, qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. »« Et qu'as-tu fait ?» demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse. « Au début, rien. C'était ma mère. J'étais censée l'aimer inconditionnellement, n'est-ce pas? Les bonnes filles sont censées aider leur mère. » Sa voix avait un ton amer que je reconnus immédiatement. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour qu'elle me demandait. C'était sa survie, aux dépens de la mienne. Elle me raconta comment elle avait dû couper complètement le contact avec sa mère pendant 2 ans, comment elle avait dû apprendre à ignorer les appels désespérés, les messages de culpabilité, les menaces de suicide qui se sont avérées être des manipulations vides. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie, admit-elle. Mais c'est aussi ce qui m'a sauvée. Et maintenant, demandai-je, comment est votre relation? Meilleure, répondit Manon avec un petit sourire sincère, mais seulement parce que j'ai fixé des limites fermes et que j'ai refusé de les bouger. Maintenant, nous avons une relation, mais c'est une relation honnête. Elle sait qu'elle ne peut pas me demander d'argent. Elle sait que si elle ment ou manipule, je disparais à nouveau.
Et, étonnamment, quand nous avons retiré l'argent de l'équation, nous avons découvert qu'il y avait un véritable amour sous tout le dysfonctionnement. Ces paroles me donnèrent quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'incident à la banque. De l'espoir. « Croyez-vous que ce soit possible ?» demandai-je. « Croyez-vous qu'Élodie et moi pourrions avoir une vraie relation un jour ?»« Je ne sais pas, » répondit Manon honnêtement. « Cela dépend si elle est prête à changer. Mais ce que je sais, c'est que vous devez être prête à maintenir vos limites, peu importe à quel point cela fait mal. » Elle me parla d'un groupe de soutien qui se réunissait à la bibliothèque du centre tous les mardis soirs. C'est pour les personnes qui ont subi des abus financiers de la part de membres de leur famille, expliqua-t-elle. Au début, je pensais que c'était ridicule. Je ne me considérais pas comme une victime d'abus. Mais quand j'y suis allée, j'ai réalisé qu'il y avait des dizaines de personnes comme nous. Des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, tous manipulés par des membres de leur famille qui savaient exactement sur quel bouton appuyer. Avant de partir, Manon me serra longuement et chaleureusement dans ses bras. « Madame Adèle, ce que vous avez fait à la banque était incroyablement courageux. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de prendre soin de vous. » Cette semaine-là passa à toute vitesse. Pour la première fois depuis des années, je commençais à faire des choses juste pour moi. Je lus des livres que j'avais voulu lire pendant des décennies, mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Je me promenais dans le parc où papa et moi avions l'habitude de nous balader les dimanches matins. Je préparais des repas que j'aimais, pas ceux que je savais qu'Élodie aimait quand elle venait en visite. Le mardi soir, je décidai d'aller au groupe de soutien. La bibliothèque était calme, et dans une petite salle au fond, je trouvais une douzaine de personnes assises en cercle. Il y avait des hommes et des femmes de tous âges, mais la plupart avaient certes plus de 50 ans. L'animatrice, une femme nommée Sandra, m'accueillit chaleureusement et me demanda de me présenter seulement si je me sentais à l'aise. J'écoutais histoire après histoire qui résonnait avec la mienne. Une dame de 70 ans dont le fils lui avait volé 120 000 en falsifiant des chèques. Un homme de 60 ans qui avait hypothéqué sa maison 3 fois pour couvrir les dettes de jeu de son frère. Une femme de mon âge dont la fille l'avait convaincue de mettre la maison à son nom, pour découvrir plus tard qu'elle l'avait vendue sans le lui dire. Quand mon tour de parler arriva, les mots sortirent comme une rivière trouvant enfin la mer. Je leur parlais d'Élodie, des années de manipulation, de l'incident à la banque. Je m'attendais à être jugée, à ce qu'on me dise que j'avais été stupide ou naïve. Au lieu de cela, je trouvais de la compréhension, de la validation, des gens qui avaient vécu exactement la même chose. L'abus financier par des membres de la famille est l'un des types d'abus les plus difficiles à reconnaître, expliqua Sandra après que j'eus terminé. Parce qu'il est enveloppé d'amour, d'obligations familiales, de culpabilité. Les abuseurs savent exactement quoi dire pour nous faire sentir que c'est nous qui sommes déraisonnables. Une dame nommée Hélène, qui était dans le groupe depuis 2 ans, me donna le conseil le plus précieux. « Adèle, vous allez douter de votre décision 1000 fois. Vous allez vous demander si vous avez été trop dure, si vous avez réagi de manière excessive, si vous devriez appeler votre fille et vous excuser. Ces moments de doute sont normaux. Mais chaque fois que vous ressentez ce doute, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti dans cette banque. Souvenez-vous de la peur, de la douleur physique, du désespoir. Ces sentiments ne m'entenaient pas. Quand je rentrais chez moi ce soir-là, il y avait 3 messages vocaux d'Élodie sur mon répondeur. Je les écoutais et pour la première fois, je pus entendre clairement la manipulation, comme si quelqu'un avait nettoyé mes oreilles après des années de cérumen accumulé. « Maman, Chloé demande après toi tous les jours. Elle est déprimée. Elle ne comprend pas pourquoi sa grand-mère ne veut plus la voir. Maman, Laurent et moi avons parlé et nous pensons que tu devrais voir un médecin. Ce comportement n'est pas normal chez toi. Maman, je commence à penser que tu as peut-être des problèmes de mémoire. As-tu envisagé que tu pourrais développer une démence ? » Chaque message était une nouvelle stratégie. D'abord, utiliser Chloé comme bouclier émotionnel. Ensuite, invalider ma capacité à prendre des décisions rationnelles. Enfin,
suggéré que j'avais des problèmes cognitifs. C'était comme un manuel de manipulation psychologique exécuté avec une précision chirurgicale. Je supprimais les messages sans rappeler. Le lendemain, alors que je préparais le petit déjeuner, le téléphone sonna. Un numéro que je ne reconnus pas s'afficha sur l'écran. Alors je répondis en pensant que cela pouvait être important. « Mamie ?» C'était la voix de ma petite fille Chloé, celle de 8 ans, la vraie Chloé. « Ma maman m'a prêté le téléphone de son travail pour t'appeler. Elle dit que tu ne réponds plus quand on appelle de la maison. » Mon cœur s'accéléra. « Bonjour, mon amour. Comment vas-tu ? » « Bien, mais tu me manques beaucoup. Quand vas-tu venir nous voir ? Quand est-ce qu'on ira ensemble au parc comme avant ?» Sa petite voix était pleine d'une tristesse sincère, et je sentis ma résolution commencer à vaciller. « Chloé, » dis-je en choisissant mes mots avec soin. « Mamie t'aime beaucoup, mais en ce moment, ta maman et moi avons des problèmes d'adultes à régler. Mais vous allez bientôt régler les problèmes ? Parce que mon anniversaire est dans 2 mois, et je voulais te demander quelque chose de spécial. » C'était encore là. Même dans une conversation apparemment innocente, l'attente que grand-mère donnerait de l'argent pour quelque chose de spécial apparaissait. « Que voulais-tu me demander, mon amour ? » « Je voulais te demander si tu peux m'aider à acheter une nouvelle robe pour mon récital de danse. Maman dit qu'elle coûte 250 € et qu'ils n'ont pas d'argent ce mois-ci. » Et voilà la vraie raison de l'appel. Élodie avait utilisé sa propre fille de 8 ans comme intermédiaire pour demander de l'argent. Elle avait envoyé cette enfant innocente faire le sale boulot qu'elle ne pouvait plus faire directement. À ce moment, assise dans ma cuisine avec le téléphone à la main, je compris que cette guerre ne faisait que commencer. « Chloé !» dis-je à ma petite fille, le cœur brisé mais la voix ferme. « Laisse-moi parler à ta maman. » Il y eut un silence, puis j'entendis la voix d'Élodie en arrière-plan dire « Donne le téléphone à maman, mon amour. » Quand Élodie prit le téléphone, sa voix était différente. Ce n'était pas le désespoir hystérique des jours précédents. Elle était calculée, froide, comme si elle avait eu le temps de planifier exactement quoi dire. « Bonjour maman. Chloé voulait t'appeler parce que tu lui manques beaucoup. Elle est très triste depuis que tu as décidé de nous couper de ta vie. » Chaque mot était chargé d'une accusation voilée. J'espère que tu comprends qu'une fillette de 8 ans ne comprend pas pourquoi sa grand-mère ne veut soudainement plus la voir. « Élodie !» l'interrompis-je. « Tu sais parfaitement que je n'ai pas coupé Chloé de ma vie. J'ai mis des limites avec toi et Laurent. Chloé peut me rendre visite quand elle le veut, mais vous n'utiliserez pas mon amour pour elle, pour me manipuler. »« Te manipuler ?» Sa voix monta d'une octave, feignant l'indignation. « Maman, Chloé a besoin d'une robe pour son récital. C'est quelque chose de normal que n'importe quelle grand-mère voudrait faire pour sa petite fille. Je ne comprends pas quand aider sa propre famille est devenu de la manipulation. »« C'est devenu de la manipulation », répliquai-je avec une clarté qui me surprit moi-même. « Quand tu as commencé à utiliser ta fille de 8 ans comme messagère pour demander de l'argent, après que je t'ai clairement dit que je n'allais plus financer votre style de vie. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Quand Élodie reprit la parole, son masque de mère inquiète tomba enfin. « Tu sais quoi, maman ? Tu as raison. Oui, j'ai dit à Chloé de te demander de l'argent pour la robe. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu as toujours été la grand-mère qui fait des cadeaux. Tu as toujours été celle qui rend les choses spéciales possibles. Et maintenant, tout d'un coup, tu décides que tu ne veux plus être cette personne. Comment suis-je censée expliquer ça à une enfant ? » ?»« Tu lui expliques, » dis-je, sentant une nouvelle force courir dans mes veines. « Que les grands-parents peuvent aimer sans donner d'argent. Tu lui expliques que les familles saines ne conditionnent pas leur amour à des transactions financières. Tu lui expliques que vous, ses parents, êtes responsables de couvrir ses besoins. »« Ses besoins ?» Élodie rit, mais c'était un rire amer, plein de ressentiment. « Maman, nous vivons d'un salaire à l'autre. Laurent gagne assez pour couvrir le strict nécessaire, mais les extras, les choses qui rendent l'enfance de Chloé spéciale, ont toujours dépendu de toi. Et tu le savais. Tu aimais être l'héroïne, la sauveuse, celle qui rendait les rêves possibles. » Ces paroles me frappèrent comme une gifle,
parce qu'il y avait une part de vérité en elle. Pendant des années, j'avais trouvé mon but, ma valeur personnelle, en réglant leurs problèmes financiers. J'avais ressenti de la fierté quand Élodie me présentait à ses amis en disant « Ma mère est toujours là pour nous ». J'avais apprécié d'être vue comme généreuse, comme une réussite, comme la matriarche qui pouvait résoudre n'importe quelle crise avec un chèque. « Tu as raison », admis-je, et je pus sentir qu'Élodie était surprise par ma réponse. J'aimais être l'héroïne. J'aimais sentir que j'étais nécessaire, que j'étais précieuse pour vous. Mais Élodie, te rends-tu compte de ce que cela nous a fait, à toutes les deux? Ça t'a transformée en quelqu'un qui ne peut pas résoudre ses propres problèmes, sans demander d'argent. Et ça m'a transformée en quelqu'un qui ne se sentait pas aimé, à moins de donner. « Ne dis pas ça !» murmura Élodie. Mais il y avait moins de conviction dans sa voix. « C'est vrai, ma fille. Et le pire, c'est que nous enseignons la même chose à Chloé. Elle grandit en pensant que l'amour de la famille a un prix, que les relations se maintiennent par des transactions financières. » Il y eut un autre silence. Puis Élodie dit quelque chose qui me brisa le cœur. « Et qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, maman? Comment vais-je payer la robe? Comment vais-je expliquer à Chloé qu'elle ne peut pas participer au récital parce que nous n'avons pas d'argent? » Pour la première fois de notre conversation, j'entendis une réelle vulnérabilité dans sa voix. Ce n'était pas de la manipulation, c'était la peur sincère d'une mère qui ne savait pas comment répondre aux attentes de sa fille. Et à ce moment-là, je compris qu'Élodie n'était pas seulement une manipulatrice calculatrice. Elle était aussi une femme qui avait développé une dépendance financière, si forte, qu'elle ne savait sincèrement pas comment fonctionner sans mon soutien. « Élodie, » dis-je avec douceur, « as-tu envisagé de parler à l'école de danse? Souvent, ils ont des programmes d'aide ou des robes d'occasion qu'ils peuvent qu'à se prêter. As-tu pensé à vendre certaines choses que vous n'utilisez plus? As-tu regardé les options de travail à temps partiel? Ce n'est pas si facile, maman. » « Non, » acquiesçai-je. « Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Des millions de familles résolvent ce genre de problème tous les jours, sans demander d'argent à leurs parents âgés. »« Mais tu n'es pas n'importe quelle mère âgée, » protesta Élodie. « Tu as de l'argent, tu as les moyens de nous aider. Pourquoi est-ce si terrible que nous voulions un peu d'aide? Parce que ce n'est pas un peu d'aide, Élodie. Au cours des 10 dernières années, vous m'avez demandé plus de 120 000 € et vous ne m'avez jamais remboursé un centime. » Ma voix se fit plus ferme. « Et parce que l'aide s'accompagne de manipulation, de mensonges et maintenant même de violences physiques. Laurent ne voulait pas te faire de mal. Il était nerveux, c'est tout. Laurent m'a attrapé le bras si fort qu'il m'a laissé des bleus. Et tu l'as vu et tu n'as rien fait pour l'arrêter. » L'image de ce moment à la banque me revint avec une clarté cristalline. Ton mari était prêt à me blesser physiquement pour obtenir mon argent. Et tu étais d'accord avec ça? Je n'étais pas d'accord. Ton silence était un accord, Élodie. Ton manque d'action était de la complicité. La conversation se poursuivit pendant encore 20 minutes, mais c'était comme si nous parlions des langues différentes. Élodie voyait mes limites comme de l'égoïsme. Je voyais sa persistance comme de l'abus. Elle voyait mes années de générosité comme la preuve que je devais continuer à donner. Je les voyais comme la preuve que j'avais permis à une dynamique toxique de se développer. Quand nous avons finalement raccroché sans avoir rien résolu, je suis restée assise dans ma cuisine, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse parce que je réalisais qu'il n'y avait peut-être aucun moyen de réparer notre relation sans que l'un de nous deux ne change complètement. Soulagement parce que pour la première fois, j'avais pu articuler mes sentiments sans céder à la culpabilité ou à la manipulation. Cet après-midi-là, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis sortie seule, me promener dans le centre-ville. Je suis passée devant des magasins que j'avais toujours voulu visiter, mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Je suis entrée dans une librairie et j'ai acheté 3 romans que l'on m'avait recommandés au groupe de soutien. Je me suis arrêtée dans un café et j'ai commandé un dessert cher, juste parce que j'en avais envie. Alors que j'étais assise au café,
savourant une part de gâteau au chocolat que j'avais commandé sans calculer combien elle coûtait ou si je devais économiser. Je réalisais quelque chose de révolutionnaire. Je pouvais dépenser de l'argent pour moi-même sans me sentir coupable. Je pouvais prendre des décisions sur ma propre vie sans demander la permission ou me justifier auprès de quiconque. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentis libre. Ce soir-là, alors que je lisais un de mes nouveaux romans dans le salon avec une tasse de thé chaud, le téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnus pas, alors je laissai le répondeur se déclencher. Mais alors j'entendis une voix qui me fit me lever immédiatement pour répondre. « Mamie, c'est Manon, la grande Chloé, votre petite nièce. Je voulais vous demander comment s'est passé le groupe de soutien et aussi vous inviter à dîner samedi. Mon père cuisine et je pense qu'il aimerait mieux vous connaître. » Pour la première fois depuis des semaines, je souris sincèrement. J'avais perdu une relation toxique avec ma fille, mais j'avais gagné quelque chose que je ne savais pas exister. Une connexion authentique avec une famille qui m'appréciait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. « J'adorerais », répondis-je. Et en le disant, je sentis qu'une nouvelle version de moi-même commençait à s'épanouir. 6 mois après l'incident à la banque, je me suis réveillée dans une chambre que je n'ai pas reconnue pendant un instant. Les rideaux étaient différents, la lumière entrait sous un angle différent, et l'air sentait le jasmin, au lieu du parfum ranci de la tristesse qui avait imprégné ma maison pendant tant d'années. Puis, je me suis souvenue. J'étais en Toscane, dans une petite pension que j'avais réservée pour mon voyage de 2 semaines, en Italie. C'était mon premier voyage international seul, et je l'avais payé avec mon propre argent, sans demander la permission à personne. Le voyage avait été l'idée de Manon, ma petite nièce, qui était devenue une présence constante et guérisseuse dans ma nouvelle vie. « Madame Adèle, m'avait-elle dit lors d'un de nos dîners hebdomadaires, vous avez passé 69 ans à vivre pour les autres. Il est temps que vous viviez pour vous. » Elle avait sorti son ordinateur portable et m'avait montré des photos de petits villages italiens, de marchés remplis de fleurs, de vignobles s'étendant à l'horizon. N'aimeriez-vous pas voir le monde de vos propres yeux? Au début, l'idée m'avait semblé ridicule. Les femmes comme moi ne voyageaient pas seules en Europe. Les femmes comme moi restaient à la maison, à s'occuper des autres, attendant que la vie soit généreuse avec elles, au lieu d'être généreuse avec elles-mêmes. Mais alors je me suis souvenue de quelque chose que j'avais appris au groupe de soutien. Les croyances limitantes sont des chaînes que nous nous mettons nous-mêmes. Alors j'ai réservé le voyage. J'ai obtenu un passeport pour la première fois de ma vie. J'ai acheté de nouvelles valises et des vêtements confortables pour marcher. Et quand Élodie l'a appris, elle m'a appelée, furieuse. « Tu dépenses ton argent de retraite pour un voyage en Europe ?» avait-elle crié au téléphone. « Maman, cet argent devrait être pour les urgences. Et si tu tombes malade? Et si tu as besoin de soins médicaux coûteux? » Élodie, lui avais-je répondu avec un calme qui me surprenait même moi. J'ai une assurance maladie. J'ai suffisamment d'économies pour toute urgence réelle. Et après 40 ans de travail et d'épargne, je mérite de dépenser un peu d'argent pour mon propre bonheur. Et nous alors? Et si nous avons besoin d'aide pendant que tu es en vacances? Alors vous ferez ce que fait tout adulte fonctionnel. Vous résoudrez vos propres problèmes. J'avais raccroché le téléphone sans plus de discussion, et pour la première fois, je ne m'étais pas sentie coupable de le faire. Maintenant, assise sur la terrasse de la pension avec une tasse de vrai café italien et un cornetto fraîchement cuit, je me suis souvenue de cette conversation, et j'ai souri. À mes pieds s'étendait une vallée verdoyante parsemée d'oliviers centenaires, et au loin, je pouvais voir d'autres voyageurs commencer leur randonnée matinale. Certains étaient de jeunes couples, d'autres des familles, avec des enfants. Mais il y avait aussi plusieurs femmes de mon âge voyageant seules, et toutes semblaient tout radieuses, de liberté. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé, pensant que ce pourrait être Élodie avec une nouvelle urgence familiale, conçue pour me faire sentir coupable d'être si loin. Mais c'était Manon. Comment se passe l'aventure italienne? Je veux voir des photos. Avait-elle écrit
suivi de plusieurs émojis de cœur. Je lui ai envoyé une photo du paysage et j'ai écrit « C'est plus beau que ce que j'imaginais. Je me sens comme une personne complètement nouvelle. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Vous savez quoi? Je pense que vous n'êtes pas une nouvelle personne. Je pense que vous êtes enfin la personne que vous avez toujours été, mais que vous ne vous êtes jamais permis d'être. » Ces paroles m'ont donné tellement à réfléchir que j'ai décidé de marcher jusqu'au village pour les digérer. En marchant dans les rues pavées, j'ai pensé à tous les changements qui s'étaient produits au cours des derniers mois. Après ma confrontation avec Élodie, je m'étais attendue à me sentir vide, sans but. Pendant tant d'années, mon identité s'était construite autour du fait d'être nécessaire, d'être celle qui résout les problèmes, d'être indispensable à ma famille. Mais au lieu du vide, j'avais trouvé de l'espace pour découvrir ce que j'aimais quand je n'avais pas à m'inquiéter de plaire aux autres, de l'espace pour nouer de nouvelles amitiés, avec des personnes qui m'appréciaient pour ma conversation, mon humour, ma perspective, pas pour ma capacité à signer des chèques, de l'espace pour explorer des parties de moi-même qui étaient en sommeil depuis des décennies. Au groupe de soutien, j'avais rencontré Hélène, une femme de 75 ans qui avait vécu une expérience similaire avec son fils toxicomane. Nous étions devenus amis, et ensemble nous avions commencé à prendre des cours de peinture au centre communautaire. J'ai découvert que j'avais un talent pour les paysages, quelque chose que je n'aurais jamais su si j'avais continué à dépenser chaque heure libre et chaque euro disponible pour les problèmes d'Élodie. J'avais aussi commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques. Là, j'avais rencontré des femmes de tous âges qui apprenaient, comme moi, à reconstruire leur vie après des relations toxiques. Le travail était émotionnellement difficile, mais il était aussi profondément gratifiant. Pour la première fois de ma vie, j'aidais les autres depuis une position de force, pas de codépendance. Et le plus surprenant de tout, mes finances étaient meilleures que jamais. Sans les demandes constantes d'argent d'Élodie et de Laurent, j'avais pu créer un véritable fonds